Allez, si vous pouviez commencer par vous présenter. Alors, vous nous dites qui vous êtes vous-même et puis repositionner Scaleway, où en est Scaleway Oui. aujourd'hui? Donc, Nicolas Fontes, je suis le VP Sales sur la partie data center pour Scaleway. Donc, Scaleway offre une solution de cloud public. Néanmoins, nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur du cloud, c'est-à-dire sur les trois métiers que sont le data center, la partie hardware, serveur et la partie soft, donc l'élément qui va faire que tout fonctionne. Ces trois activités, on pourrait être considérées comme des business units et moi j'ai la particularité donc de m'occuper vraiment du bâtiment. Voilà, donc on a une offre qui est présente sur toute la chaîne de valeur et qui est, comme on dit, verticalement intégrée, ce qui fait notre différence, puisque sur la partie data center, on utilise nos propres centres informatiques, mais on les ouvre et on les met à la disposition des entreprises pour partie, voilà, pour délivrer des services. Mhm. Alors, Scaleway est connu depuis de nombreuses années pour être très innovant, pour développer et faire de la recherche. Où en êtes-vous aujourd'hui? On se souvient de DC5 avec, entre autres, le système de climatisation qui était tout à fait original. Mm-hmm. Voilà, où en sont aujourd'hui les visions de Scaleway sur les technologies de data center? Alors, nous sommes toujours en train de commercialiser DC5. Hein. Vous parliez au passé, mais pour nous, c'est une actualité. DC5 nous permet de valider aujourd'hui les choix qui ont été faits il y a 3-4 ans de conception, puisqu'on est en train de vivre, au moment où on parle, hein, littéralement, en cette fin d'année, une explosion des coûts de l'énergie. C'est-à-dire que le marché est en train de vraiment d'exploser, pas dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que les choix que nous avons faits à l'époque à DC3 et avec un gros accélérateur à DC5, focalisé sur le PUE. Alors, c'est vrai que le PUE dans le data center, ça a toujours été un argument très marketing. Là, c'est en train de devenir une réalité. Alors, c'est très marketing pour l'ensemble du marché de l'écosystème. Pour Scaleway qui opère ses propres bâtiments et qui héberge ses propres serveurs, pour nous, ça a toujours été une réalité. Une réalité financière. Un bon PUE, ce sont des meilleurs coûts de fonctionnement. Mais aujourd'hui, cette explosion d'énergie, comme je le rappelais, fait qu'on va avoir des deltas qui sont énormes. Et c'est vrai que même quand vous parlez avec des spécialistes du data center et que vous comparez un PUE de 1,20 à 1,15, il vous dit and so what? Et en fait, c'est pas and so what. Aujourd'hui, sur le marché spot, donc le marché de l'énergie, alors on est à 40, 42, 43 euros du mégawattheure, donc 40 centimes du kilowattheure, si on ramenait ça. C'est des différences de prix qui peuvent atteindre 3 millions 4 par mois si on compare des très gros data centers avec de bons PUE, donc un 15, avec un gros data center avec un PUE moins bon de 1,22. Vous voyez, la différence, elle est minime et ça peut monter sur une année à plus de 10 millions. C'est vraiment une différence qui est très, très notable. Et ça n'a jamais été le cas. C'est une première et ça ne va pas aller en s'améliorant. Pas des bonnes nouvelles, je suis désolé, mais donc le PUE va devenir vraiment une réalité. Et si vous voulez, on continue à axer. Donc, comment on améliore l'efficience? Alors, tous les acteurs du marché ont amélioré le rendement de leurs bâtiments. On était en moyenne, d'après le Plan Institute, sur des PUE de 1,67, je crois, en 2019. On augmente tous nos températures dans les couloirs froids. On améliore le fonctionnement des groupes. Voilà, il y a toute l'industrie qui s'est déjà mobilisée, mais là, il faut faire un gap supplémentaire. Et le gap supplémentaire, on le fait comment? Soit en se disant, je vais produire ma propre électricité parce que je ne peux pas acheter sur le marché à ce tarif-là. Mais en France, vous comprenez que c'est un petit peu plus compliqué que ça puisqu'on a une réglementation particulière. Soit je vais faire un focus sur ce sur lequel je peux agir, c'est ce fameux PUE, ce sont ces pertes, sur cette chaleur fatale qui va venir greffer les budgets puisqu'il faut que je l'évacue. Et donc, on va travailler sur ça. Donc, avec DC5, la diabatique, on a vraiment porté à son paroxysme l'optimisation de la climatisation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est en train, pour le futur, de continuer à regarder et de maintenir ce principe de fonctionnement de climatisation à la diabatique, mais regarder à une réutilisation de la chaleur fatale. Donc, comment on peut récupérer l'énergie qui nous reste pour essayer de la valoriser différemment.
soit en la mettant à disposition du voisin pour chauffer un réseau d'eau ou autre. Voilà. Et cette partie énergie, c'est vraiment le cœur des années qui viennent. Ouais. 2022 va être très marqué et les 5-6 prochaines années. Alors, continuons d'en parler justement. On a l'impression qu'il y a un plafond de verre. Alors, sauf rupture technologique, on sait qu'il y a une rupture qui est attendue, qui est celle de l'immersion et du water cooling, qui est enfin du liquid cooling, hein, qui parfois est discutable dans certains axes, dans d'autres sur l'immersion, on arrive quand même à des résultats qui sont assez intéressants. Mais dans le même temps, bon, en dehors de cette rupture, on sait que les deux éléments qui composent donc le PUE, c'est l'électricité consommée par le data center et l'électricité consommée par l'IT. On a l'impression qu'aujourd'hui, le data center a fait beaucoup d'efforts, on arrive presque sur un plafond de verre, il va falloir s'attaquer à la partie IT. Alors la partie IT, c'est pas forcément vous, c'est le client également. Oui, alors c'est vrai, mais je vais juste revenir sur le plafond de verre. Nous, on estime, Scaleway, que nos camarades pourraient faire beaucoup plus. Voilà, ça c'est un point. Quand on arrive, nous, à faire 1,15, tout en maintenant le niveau de qualité que l'on a avec nos certifications 27 000, 50 000 heures, les niveaux de résilience en 2N, Hexacore, distribué redondant et autres. Voilà, un niveau vraiment optimum pour les entreprises, conditions opérationnelles optimum, et baisser le PU au maximum. Donc voilà, nous, on encourage nos camarades à nous suivre. Maintenant, Yves, ce que vous venez de dire est très juste. Et toujours pareil, suivant l'Uptime Institute, la dernière étude que j'avais lue, les serveurs qui ont plus de 5 ans consomment 40% de l'énergie et ne participent à la puissance de calcul qu'à hauteur de 7%. Donc, il est vrai qu'un refresh de ces équipements va leur aussi permettre de gagner, soit d'avoir une puissance de calcul bien plus importante, ou soit de réduire son empreinte énergétique. Ça, ce sont de gros chantiers. Maintenant, attention, je sonne un petit peu l'alarme. Il ne faut pas oublier de bien recycler son matériel. Parce que voilà, il y a aussi des enjeux à moyen et long terme qui font qu'on va avoir besoin de recycler au maximum. Nous, on y arrive à recycler nos serveurs à plus de 70%. Voilà. Mais ce refresh machine est bien évidemment important. Bien évidemment important. Mais dans le même temps, vous travaillez sur un autre axe qui est vous composez vous-même vos équipements. C'est-à-dire qu'en fait, sur vos clients qui sont hébergés, non pas ceux qui sont en colocation, mais ceux qui sont hébergés, vous les hébergez sur des infrastructures IT que vous concevez vous-même. Alors oui, c'est vrai, nous intégrons nos machines. Donc ça, c'est la deuxième partie de Scaleway. Hein. Donc il y avait le data center. Après, il y a la division, on va appeler bare metal, puisque c'est le terme qui parle au plus de monde. Dans cette activité-là, on intègre des composants de constructeurs, de fondeurs traditionnels, et on va créer ou utiliser des solutions tierces pour livrer nos serveurs. Il y a une dizaine d'années, par exemple, nous avions créé un premier serveur. L'objectif déjà à l'époque était de réduire la consommation électrique de nos baies. On utilisait, je crois, sur 12 kilowatts, une trentaine de serveurs. Et en développant ce serveur qui était tout petit, alors je ne l'ai pas avec moi malheureusement, parce qu'il est vraiment tout petit, c'est la taille d'une carte de crédit, on arrivait à densifier et on passait à 9 kilowatts de consommation et on montait à peu près 1000 serveurs. Donc l'idée c'était quoi? On avait intégré à l'époque, on regardait ce que produisait Intel, on regardait, je parle de 2012, hein, 2011-2012, on regardait ce que faisait ARM à l'époque, donc qui était plutôt un fondeur pour l'activité mobile. Et on s'était dit, c'est vrai que la capacité d'ARM de monter en puissance de calcul versus la velléité d'Intel, qu'on adore au passage, descendre en consommation, voilà, on avait plutôt fait le choix de l'ARM, ce qui a été un très très bon choix, et ce sont des machines qui ont tourné pendant une dizaine d'années. Voilà. Et ça, ce sont des serveurs en plus qui étaient fabriqués en France, à Laval, chez Cofigure. Voilà, donc vous voyez, on peut même produire des serveurs en France. Ça c'est une activité que l'on a, mais encore une fois, maîtriser la chaîne de bout en bout, on va pouvoir agir sur la consommation, faire des choix pertinents pour permettre que l'enveloppe globale de notre fonctionnement et de nos coûts soit les plus basses. Et in fine, ça nous donne un avantage concurrentiel et une possibilité de répondre face aux mastodontes asiatiques ou américains. On a évoqué donc les efforts que fournit Scaleway en matière d'efficacité énergétique et de PUE.
Maintenant, ces efforts, ils rentrent dans une démarche aussi qui est une démarche environnementale qui doit être demandée également par vos clients. Vous allez nous en parler. Et dans le même temps, vous savez qu'au niveau européen, il y a une évolution et une demande qui est autour de ce qu'on appelle les scope 1, scope 2 et scope 3. Scope 1, scope 2, il semble que vous les maîtrisez vu vos résultats. La question va se poser sur le scope 3 et la chaîne logistique avec vos fournisseurs externes. Alors, ce sont des choses sur l'activité cloud qui est l'activité la plus aboutie, hein, puisque c'est la somme du data center, du hardware, du software. Nous allons lancer dès 2022 sur la facture, si vous voulez, l'émission de carbone qui a été générée par l'utilisation des serveurs. Donc, bien évidemment, ça implique nos prestataires et nos partenaires dans cette évolution-là. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est très important parce que quand on va voir nos partenaires, nos fournisseurs et qu'on demande d'effectuer des gains importants, vous savez, on est dans une industrie où la R&D, c'est un petit peu compliqué. Il faut qu'ils aient 10 ou 20 ou 30 clients pour pouvoir justifier d'un business case qui va permettre de sortir une technologie disruptive. Voilà. Et c'est vrai que souvent, quand on ne peut pas, parce qu'on n'est pas assez nombreux ou que le volume d'affaires qu'on leur propose n'est pas suffisant, quand on ne peut pas, on fait nous-mêmes. Donc, si vous voulez, on est peut-être en scope 3, mais on va revenir en scope 2, où on va, si vous voulez, pallier à cet élément-là. L'exemple typique, DC5, la diabatique. Si vous voulez, quand on a demandé à tomber le PUE de façon très basse, ça, si vous allez voir chaque fournisseur, il va vous dire il n'y a pas de souci, mais vous allez voir le fournisseur de clim, vous allez voir le fournisseur d'onduleurs, vous allez voir chaque élément. Mais quand vous mettez ça bout à bout, quand vous mettez ça dans la vraie vie avec une vraie charge, le compte n'y est pas. Voilà. Donc là, on est obligé de challenger, de think outside the box, comme disent les anglo-saxons, pour arriver à cette démarche. Mais nos partenaires, bien évidemment, ça fait partie de nos choix. Et d'ailleurs, il y a des engagements très forts au niveau du groupe Iliad qui ont été annoncés début d'année pour aller dans ce scope 3 au niveau global, pas uniquement sur l'activité Scaleway. Tout à fait. Qu'attendent de vous vos clients? Est-ce qu'ils intègrent cette dimension dans leurs attentes, dans leur cahier des charges aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes effectivement de services qui soient beaucoup plus vertueux. On l'a pour deux raisons. La première qui est peut-être moins avouable, mais qui est purement financière, puisqu'on sait que ce gain, cette démarche écologique que nous avons, que l'on a au quotidien, nous permet de réduire sa facture. Et on est face à des entreprises qui, bien évidemment, regardent ce premier poste de coût. La deuxième, et ça sert, je veux dire, pour le bien commun, et donc ils sont encore plus demandeurs, puisqu'on arrive à, si vous voulez, à matcher deux objectifs qui ne sont pas forcément alignés, mais là qui s'alignent parfaitement. Voilà. Alors c'est vrai que nos clients cloud sont beaucoup plus friands de cette activité et cet élément parce qu'ils sont peut-être aujourd'hui très technophiles. Et ce sont des enjeux qui sont un petit peu moindres dès on héberge une infrastructure, si vous voulez, technique beaucoup plus grosse, d'une structure en place avec des choix qui ont été faits il y a 5-6 ans. C'est les modifications ou la capacité à modifier, je ne vais pas parler de schéma directeur, mais les stratégies qui ont été déployées, on a beaucoup moins de marge. Voilà, alors que sur le cloud, et nos clients cloud, voilà, eux ont cette capacité à pouvoir changer et optimiser au sein de nos gammes de produits ou autres, et aller vers des produits plus vertueux. Donc, ils en demandent et ils en redemandent, comme on le dit. Tout à fait. Parlons cloud, vous l'avez signalé tout à l'heure, vous êtes une société française avec des capitaux français, donc ça c'est important pour un certain nombre de clients. Rappelons également que vous êtes positionné en France, il faut le rappeler, une partie de nos infrastructures sont en France. Dans le même temps, on l'a vu, on va diffuser également une interview de votre PDG. On a vu que vous aviez quitté Gaia X parce que vous n'êtes pas forcément d'accord avec un certain nombre de stratégies. On s'aperçoit qu'aujourd'hui apparaissent des offres qu'on appelle des clouds de confiance. On attendait du cloud souverain, on nous offre du cloud de confiance, et puis on voit apparaître des gens qui s'appellent Google, Microsoft, Amazon, qui rentrent dans les clouds de confiance, et on se dit, mais attendez, où est-ce qu'on va? On n'en voulait pas avant, aujourd'hui, on est un petit peu, voilà, on est en train de les marier et de les associer.
Euh, Moi, j'ai envie de vous, parce que vous n'êtes pas un des très très gros acteurs mondiaux, vous êtes par contre un acteur français Conseil. important, hein. Je pense qu'on va le dimensionner comme ça. J'imagine que la souveraineté, c'est quelque chose qui doit parler à certains de vos clients. Quelles réponses vous apportez? Comment vous le percevez? Alors, c'est vrai qu'on est un acteur français francophone Mhm. important sur la partie data center. Sur la partie cloud, une grosse partie de notre clientèle est quand même aussi étrangère. Donc, moi, je vais vous parler pour la partie data center et je laisserai le choix à Yann Échelle de commenter effectivement les positions vis-à-vis de Gaia X. Mais en tant qu'hébergeur, donc de colocation neutre, sur la partie data center, on est francophone et on propose à nos clients, français et étrangers, de venir s'héberger dans nos bâtiments. Donc, si vous voulez, la solution pour moi, elle est assez simple vis-à-vis de mon activité. Après, il est vrai que sur le cloud, dès lors qu'on va se retrouver face à des acteurs étrangers qui n'ont pas les mêmes lois que nous, hébergés chez un autre acteur qui n'est pas forcément francophone, qui est étranger, si vous voulez, il y a effectivement la localisation, elle est bien en France, mais les lois qui s'appliquent aux deux fournisseurs importants et qui sont en fait le socle important de l'offre est commun, voilà, ben là, c'est plus du tout le même droit et la donnée, il peut se poser des questions. En tout cas, moi, j'invite tous les acteurs étrangers à venir s'héberger dans des data centers, Scaleway Data Center, puisqu'on est franco-français sur le territoire et soumis aux lois, à nos lois. Mhm. Tout à fait. Allez, peut-être pour terminer, puisque je vous remercie pour cette transparence, hein, et cette ouverture. Si on revenait juste un petit peu sur les technologies data center, on s'appelle Data Center Magazine, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui en termes de technologie? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées, quelques axes vers lesquels vous aimeriez évoluer? Oui, alors retraiter cette chaleur. Alors aujourd'hui, à DC5, on réutilise une partie de la chaleur pour aider à mélanger l'air froid que l'on reçoit par exemple l'hiver. Mais on aimerait bien pousser cette réutilisation de chaleur fatale beaucoup plus loin. Pour encore une fois améliorer notre mix énergie et faire que même si on ne la valorise pas en tant que telle, on puisse la faire bénéficier à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment un axe important, tout en maintenant cette frugalité au niveau perte. Vraiment essayer de limiter au maximum les pertes d'énergie. Alors, il y a beaucoup de discussions avec certains clients, les clients, bien évidemment, ont l'infrastructure qu'ils désirent mettre en place chez nous, mais on les invite et on les encourage et on les aide à améliorer ce rendement, à essayer d'optimiser au plus la consommation qu'ils ont souscrite, puisque bien évidemment, plus on va se rapprocher de cette consommation optimum, meilleur va être le rendement. Mais voilà, on aime focaliser sur ça, puisque on est amené aujourd'hui à construire des data centers beaucoup plus gros. Il y a quelques années, on discutait, on faisait des grosses affaires en parlant au mégawatt. Aujourd'hui, l'actualité, c'est du 10 mégawatts. Vous avez des data centers de l'ordre de peut-être le tiers d'une centrale nucléaire. Il y en a un qui va sortir dans le sud de la France. On parle de 100, 150 ou 160 mégawatts. Tout ça sont des chiffres astronomiques. Si on n'adresse pas cette problématique d'énergie, mais ça ne pourra pas fonctionner. Je veux dire, les coûts, sans parler de la disponibilité de l'énergie, mais le modèle économique ne pourra plus fonctionner. Je veux dire, on parle sur 10 ans d'un demi-milliard d'euros de détails de fonctionnement entre un data center ultra vertueux versus un data center qui sera resté dans le statu quo technique actuel qui consiste à utiliser voilà, du PUE, encore une fois, je ne vais pas chercher très loin, un PUE 1.22 sur des puissances qui sont astronomiques, ce n'est pas assez bon. C'est un demi-milliard sur 10 ans de différence en coût d'OPEX par rapport à un data center ultra vertueux. Donc c'est ça qui capte notre focus. Après, c'est vrai que vous avez parlé de nouvelles technologies, de nouveaux modes de refroidissement, comme l'immersion. Ce sont des choses qui ont déjà été utilisées par IBM dans les années 80. Moi, je suis Montpelliérain. J'habitais à quelques centaines de mètres d'une usine qui était le PIT de la Pompilienne, qui était un gros centre de production IBM. Ce sont des choses qui sont déjà apparues dans l'univers des mainframes.
On regarde ça avec attention, mais il ne faut pas oublier que même si on a une activité cloud, la moitié de nos bâtiments, on les dédie aux entreprises, qui ont une IT plus traditionnelle. Et vous savez, l'immersion, que ce soit dans des bandwidths ou autres, aujourd'hui, ça fonctionne, mais ça ne peut pas se mettre dans un environnement multi-client. C'est-à-dire, les principes de sécurité et d'accès que l'on met dans nos bâtiments, demain, il faudra revoir la sécurité du personnel, puisqu'on peut avoir, si vous voulez, quand vous sortez un serveur de son bac d'huile, il faut le faire égoutter. Quoi. Je veux dire, c'est un autre mode de fonctionnement qui peut très bien marcher si on n'ouvrait pas nos bâtiments, mais aujourd'hui, on ouvre ça à l'extérieur. Donc, bref, c'est innovant, on est en train de le regarder, mais voilà, Mhm. de là le déployer à grande échelle rapidement, Mhm. c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est Et, très et- clair ce que j'ai dit. oui, si, c'est très clair. Et puis peut-être pour terminer, vous l'avez évoqué, un des axes, c'est aussi de produire sa propre énergie. Alors déjà sur DC5, vous pratiquez de l'effacement, donc ce qui veut Oui, dire que vous produisez pour permettre cet effacement, rappelons-le. oui, effectivement. Alors là, c'est une logique purement économique, puisqu'on va regarder le prix de fonctionnement de nos générateurs. Et dès qu'on se retrouve, par exemple, en janvier-février, qui est le pire moment pour le réseau français, RTE, Enedis, pour délivrer ses clients, eh ben, on va venir soulager cette période-là en faisant tourner nos sites sur nos générateurs et donc soulager de 20, 30 ou 40 mégawatts le réseau global. Donc c'est virtué pour les deux et nous, ça représente un gain par rapport au coût de fonctionnement GE versus le coût que l'on aurait sur ce mois-là. Mhm. Et vous avez des réflexions autour de l'hydrogène, du gaz, des choses comme ça? Alors l'hydrogène est un élément qui a été dans le data center ça fait depuis à peu près une dizaine d'années, c'est plus ou moins en test et qui a été déployé. Ça sert aujourd'hui essentiellement, ce qui est très bien, pour backuper ou alimenter tout ce qui est contrôle et système de sécurité ou incendie. Ça avance un grand pas. Air Liquide est en train de produire pas mal de sites en France donc on regarde ça avec grande attention parce que la production se fait en France. Du moins, on a historiquement ça se faisait plutôt en Afrique du Sud et autres. Et il y a des éléments qui font qu'on va être en mesure de produire ça localement et de pouvoir s'approvisionner rapidement avec un circuit court. Donc ce sont des choses et on monte en puissance. Donc ce sont des choses qui sont effectivement qui peuvent être anticipées et qui peuvent être regardées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même un delta de puissance, c'est-à-dire que on pourrait avec de l'hydrogène faire tourner un data center d'il y a 10 ans. Sauf que les data centers d'aujourd'hui, on a multiplié par 10 voire 100 les capacités, donc on a toujours ce gap à compenser. Donc il y a beaucoup de choses à faire et d'éléments à appréhender. Tout à fait. Pour terminer, Nicolas, merci. Y a-t-il une question que vous auriez souhaité que je vous pose? Alors oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous ai parlé beaucoup d'énergie. J'ai Mhm, axé ça sur la partie puissance électrique, mhm, mais les data centers ont besoin d'autres énergies aussi pour fonctionner, d'autres fluides et notamment de l'eau. Et c'est vrai que la logique que je viens d'expliquer, de partager avec vous, il faudra avoir la même sur des ressources comme l'eau, qui sert à faire fonctionner beaucoup, beaucoup, beaucoup de data centers à travers le monde dans des quantités astronomiques. Et on parle d'eau potable, de l'eau qui pourrait servir à la population et qui part malheureusement qui part à la poubelle, permettez cette expression, parce qu'on est face à des infrastructures qui consomment beaucoup, beaucoup trop. Donc oui, la question, ça serait sur notre industrie, qu'est-ce que l'on fait et encore une fois, je suis désolé, je parle beaucoup de DC5, mais en même temps, comme je le disais, c'est notre actualité. Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend, alors je prends la moyenne des data centers, pas les data centers français, mais notamment ceux des États-Unis, pour faire tourner un data center et donc un kilowatt. Pour certains systèmes qui utilisent des tours de refroidissement, on va utiliser des bouteilles par kilowatt de 1,5 litre, voire un peu plus qu'1,5 litre. À DC5, pour la même puissance,
on va utiliser seulement 15 centilitres. Donc, vous comparez 1,5 litre avec 15 centilitres. Donc, la démarche que je vous ai expliquée, il faut qu'on ait la même sur tous ces axes-là. Et la gestion de l'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a sorti un nouvel indice, un PUE pondéré, qui intègre à la fois la partie énergie et la partie eau, qui est un autre élément prépondérant pour le fonctionnement d'un data center. Merci. Merci à vous.